Merci à vous d'être présent aujourd'hui. Merci à Romaric Dorier, Hervé Draud et toute l'équipe du Phénix de ce partenariat avec Cité Philo. Je ne sais si les programmes de Cité Philo se trouvent sur les tables à l'entrée. Toujours est-il que vous pouvez bien entendu accéder très facilement au programme sur le site de Cité Philo, www.citéphilo.org. Bernard Stiegler, comment vous dire, c'est une tentative absolument singulière d'introduire la pensée de la technique à l'horizon de la philosophie, sachant que la philosophie s'est inventée comme discipline d'une certaine façon dans l'exclusion de la technique. Ce cycle, c'est intéressant un cycle parce que finalement c'est une rencontre qui va se démultiplier en 3 rencontres, permettra, j'espère, de vous donner l'envie de rentrer dans l'œuvre de Bernard Stiegler, qui est apparu sur la scène philosophique française un peu comme un ovni en 1900, à partir du milieu des années 90. Et on lui doit déjà près d'une trentaine de livres ou d'interventions très importantes pour penser le monde qui vient et le monde dans lequel nous sommes déjà impliqués. Je lui donne la parole. Merci Léon Vichnia, merci à vous tous d'être là. Merci à Romaric Dorier et Hervé Draud de leur invitation et de leur hospitalité. Je suis très heureux de cette proposition de travailler en 3 temps parce que entre les rencontres qui auront lieu, j'espère qu'une partie d'entre vous au moins reviendront la prochaine fois, ne seront pas dégoûtés définitivement par cette première séance. Il peut y avoir comme ça des choses qui mûrissent. Bon. Et donc voilà, 3 temps pour se rencontrer, je pense que ça devient sérieux, quoi. C'est plus simplement une conférence qu'on fait comme ça devient une vraie relation. Donc, si d'ailleurs vous souhaitez qu'en dehors de ces séances, entre ces séances, on puisse communiquer un peu, je ne vous promets pas que je répondrai à tous les mails individuellement, forcément sur le champ, etc. Mais en tout cas, puisqu'il y a une association dont je suis cofondateur qui s'appelle Ars Industrialis, où il y a un contact à Ars Industrialis, si certains d'entre vous veulent, entre les 2 séances, intervenir, faire des propositions, m'indiquer des choses ou des questions, voilà, je suis tout à fait preneur. Il y aura donc 3 séances. Nous avons proposé, après discussion avec Léon Vichnia et Gilbert Glassman, qui sont co-organisateurs de Cité Philo, nous avons proposé de parler des industries culturelles. Pourquoi parler des industries culturelles? Pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que les industries culturelles ont pris une place extraordinairement importante dans la vie des êtres humains partout dans le monde aujourd'hui, que ce soit dans les Émirats Arabes Unis, au cœur de l'Amazonie, même au pôle Nord. Je pense que c'est très important, les industries culturelles au pôle Nord, là où il y a des gens qui y vivent. Et par ailleurs, je pense que ces industries culturelles ont structuré tout le XXe siècle, alors avec une montée en puissance évidemment progressive. La première industrie culturelle, pour préciser de quoi il s'agit sous ce nom, c'est le cinéma. On dit le cinéma est la première industrie culturelle. La deuxième, c'est la radio. La troisième, c'est la télévision. Il y a d'autres industries culturelles. Certains disent que le tourisme même est aujourd'hui une industrie culturelle. Bon, ça, je n'entrerai pas dans cette discussion qui est très importante d'ailleurs, mais on n'en a pas le temps. Et je dirais par ailleurs que pour moi, les industries culturelles, c'est ce qu'on appelle plus précisément les industries de programme.
c'est-à-dire la radio et la télévision, fondamentalement. Le cinéma n'est pas seulement une industrie culturelle, c'est aussi cela, mais ce n'est pas seulement cela. Quoi qu'il en soit, ces industries ont joué un rôle extrêmement important dans la formation du XXe siècle. Les premiers à les avoir théorisés, vous le savez d'ailleurs, c'est à eux qu'on doit cette expression, ce sont deux philosophes allemands qui s'appellent Adorno et Horkheimer. Je vous en parlerai parce qu'elles ont structuré tout le XXe siècle, mais je vous en parlerai aussi parce que je pense qu'elles sont en train de péricliter. Quand je dis qu'elles sont en train de péricliter, je ne veux pas dire qu'elles vont disparaître. Ce serait trop facile. Non, je veux simplement dire qu'elles vont se maintenir certainement, mais ça n'est plus là que ça se passe. Ça n'est plus, en tout cas, ça n'est pas dans les industries culturelles classiques, type radio-télévision, industrie de programme fondée sur des techniques hertziennes de diffusion, que les processus qui caractériseront le XXIe siècle se produisent. Vous m'avez sûrement vu venir avec mes petits sabots. Je pense que le numérique est en train de déplacer radicalement tout cela, et le numérique, ça ne se réduit pas aux industries culturelles. En tout cas, aux industries culturelles telles qu'on les a connues au XXe siècle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance des industries culturelles, et je vais essayer de vous convaincre du fait qu'elles se sont développées essentiellement au service du consumérisme, même si, comme Walter Benjamin le soulignait, elles se sont aussi développées d'abord souvent au service du totalitarisme, du fascisme, du nazisme ou du stalinisme. Mais qu'en réalité, ça a été, ou d'autres formes politiques, par exemple en France le gaullisme, d'autres formes politiques, disons, d'appropriation étatique et nationalitaire, on pourrait dire presque, des instruments de communication. Mais ça a été un peu des épiphénomènes. Épiphénomènes, évidemment, dont malheureusement, en Allemagne et ailleurs, ça n'a pas été que des épiphénomènes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au sens de l'histoire du XXe siècle, ça n'est pas ça qui a caractérisé la trajectoire et la destinée des industries culturelles. La trajectoire et la destinée des industries culturelles, c'est Berlusconi à la tête de la 5 en France, les clés lui étant confiées par Frédéric Mitterrand. Voilà, ça c'est l'histoire des industries culturelles. Alors j'essaierai de vous parler de ça aujourd'hui et de vous dire pourquoi, selon moi, ces industries culturelles qui ont connu leurs heures de gloire d'ailleurs, parce que John Ford, je voulais dire, c'est les industries culturelles aussi. Même Jean-Luc Godard, c'est les industries culturelles. Et puis, beaucoup de très belles musiques, le jazz, par exemple, c'est de l'industrie culturelle. Beaucoup de très, très, très bonnes choses viennent des industries culturelles. Il y a eu une des grandes heures des industries culturelles. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes dans les heures les plus sombres de ces industries culturelles et que ces heures sombres des industries culturelles sont liées à un destin, non pas des industries culturelles, mais du capitalisme contemporain, qui est devenu pulsionnel. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de ça. Naissance des industries culturelles, installation du consumérisme, c'est-à-dire du capitalisme à l'américaine. Troisièmement, devenir pulsionnel du capitalisme, c'est-à-dire écroulement du modèle en 2008, puisque finalement, c'est là que j'essaierai de nous conduire. Ça, c'est pour aujourd'hui. Le coup d'après, c'est-à-dire en début janvier, je reprendrai toutes ces questions sous un angle plus esthétique, en abordant la question de ce que j'appelle le tournant machinique de la sensibilité ou de l'esthétique, puisque sensibilité, c'est en grec aesthesis, et l'esthétique au sens à la fois de l'art, de la mode, du design, etc., de la façon dont nous sentons en règle générale, mais en tant que nous sommes des êtres vivants noétique, comme dit Aristote, c'est-à-dire doué d'un intellect, nous ne sentons pas simplement comme un cochon ou comme une limace, nous sentons avec ce qu'on appelle une sensibilité qui est quelque chose qui relève de la vie de l'esprit et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aussi la culture. Au XXe siècle, au moment où se mettent en place les industries culturelles, c'est la condition d'ailleurs de cette industrialisation de la culture, se produit ce que j'appelle donc un tournant machinique de la sensibilité, qui fait que par exemple, c'est ce que souligne Béla Bartók en 1937. On peut, au XXe siècle, au début du XXe siècle, écouter de la musique, même quand on ne sait pas en jouer, parce qu'il y a un phonographe, parce qu'il y a une radio, etc. Et ça va changer radicalement le rapport à la musique. C'est en tout cas ce que dit Bartók. On revisitera le discours de Bartók au début du mois de janvier. Ça conduit, je le crois, au long du XXe siècle,
à quelque chose que la revue Beaux-Arts Magazine a cru devoir appeler l'échec de la démocratisation culturelle. Vous savez que la démocratisation de la culture, c'était le grand programme du gaullisme dans le domaine culturel, du gaullisme s'étant allié les services d'André Malraux, un ancien révolutionnaire, et un grand écrivain et un grand amateur d'art, un grand connaisseur de l'histoire de l'art, merveilleux penseur de l'art, on peut même dire. Et il y a eu des grands ministres de la culture en France. Et cette démocratisation culturelle, eh bien, Beaux-Arts Magazine disait elle s'est écroulée. En réalité, moi, je crois qu'elle ne s'est pas écroulée, je pense qu'elle n'a pas encore commencé. Et que ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout une démocratisation culturelle. Il y a eu des choses très bien qui sont faites avec la démocratisation culturelle, par exemple ce théâtre, etc. Mais ce qui a dominé, ce qui a structuré finalement le rapport à la culture au XXe siècle, c'est bien plus, surtout à partir des années 70, un consumérisme culturel. Et j'essaierai de vous montrer premièrement que c'est lié à ce que j'appelle le premier tournant machinique de la sensibilité, que deuxièmement c'est un paradoxe parce que la culture ne peut pas se consommer. Une œuvre, par nature, ne se consomme pas. C'est ça qui fait qu'elle est une œuvre. Vous pouvez consommer une bouteille de coca, une pomme, toutes sortes de choses, mais vous ne pouvez pas consommer une œuvre, sauf à ne pas voir que c'est une œuvre, bien entendu. Ça, c'est possible. Il y a évidemment des œuvres qui existent, qui sont des repas. Vous avez entendu parler de ça. Bon, ça, ce sont des œuvres limites dans l'art qui posent le problème du rapport justement de l'art à la consommation, mais c'est une autre question. J'essaierai dans cette deuxième rencontre, le 4 janvier, de vous parler de cela et de ce que j'appellerais la destruction de l'attention cultivée. Parce qu'on dit beaucoup que l'attention des enfants est détruite aujourd'hui, ce qui est malheureusement vrai. Je suis d'ailleurs un de ceux qui le disent beaucoup et souvent. J'en parle dans certains livres, j'ai analysé même, j'ai essayé d'analyser les discours de la science sur la destruction de l'attention des enfants. Par exemple, le chiffre qu'on donnait il y a 2 ans, c'est 15% des enfants américains souffrent d'attention deficit disorder, c'est quand même très très important. Et en France, maintenant, on arrive presque à des niveaux comparables. Mais il n'y a pas que les enfants qui souffrent des destructions de l'attention. Les parents des enfants aussi. Et en particulier les parents cultivés, les fameux bobos, par exemple. Leur attention est largement détruite aussi. J'essaierai de vous dire pourquoi et comment. Le 4 janvier, j'essaierai de vous parler de ce que j'appelle l'obésité culturelle. Parce que la culture, ça ne se consomme pas. Autrement dit, vous pouvez enfiler 3 pièces de théâtre par semaine, 5 films, 2 romans, un essai de Stigler ou je sais pas quoi, et puis écouter France Cucul tous les matins. C'est pas ça la culture. Hein. La culture, ça ne se consomme pas. C'est plutôt dans la retenue. Moi, j'ai toujours pensé que si Kant a écrit des choses si géniales sur la peinture, c'est parce qu'il n'était pas trop souvent non plus dans les musées, quoi. Il prenait le temps de réfléchir et que, comme le disait Daniel Arras, il faut 20 ans pour voir la Joconde, donc il faut prendre son temps. Hein. Bon. Le troisième moment de cette rencontre, dont je ne me souviens plus quelle date il aura lieu, je crois que c'est en mars, je crois que c'est plus tard, ce sera ce que j'appelle le deuxième tournant machinique de la sensibilité que nous sommes en train de vivre en ce moment même. Le 22 mars. Le 22 mars, voilà. Merci. Le deuxième tournant machinique de la sensibilité, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui se passe en ce moment même. C'est ce qui fait que... voilà, je disais à Léon Vichnia, je vous invite à regarder sur le site de Arsène Israël, vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, un film que je viens de faire. Voilà. Je suis très fier d'avoir fait ce petit film. Et je l'ai fait avec iMovie, qui est un logiciel que vous avez tous sur votre ordinateur, en tout cas si c'est un Macintosh. Je ne dis pas ça pour faire de la publicité, mais je trouve que c'est comme ça. Il y en a d'autres sur d'autres marques. Mais si vous avez, je ne l'ai pas pris, je l'ai laissé dans mon sac, non, il est là. Bon, vous avez un petit smartphone comme ça, vous pouvez faire des images. Moi, je fais beaucoup d'images avec ça, des photos, des films, etc. Et tout le monde accède à ça aujourd'hui. Et ça, c'est important, parce que vous accédez aussi à Google, vous accédez aussi à des systèmes d'indexation. Bref, vous accédez à des fonctions extrêmement complexes qui, il y a encore 10 ans, étaient réservées aux professionnels soutenus par une industrie capitaliste qui leur donnait de l'argent pour avoir des studios à 8 000 francs par jour,
des archives de l'INA à 8000 francs l'heure, etc., etc., et que maintenant INA.fr a mis tout ça en ligne, pas tout, mais une bonne partie, et que vous pouvez faire des... Ça, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est le deuxième tournant machinique de la sensibilité, et c'est la synthèse de mon intervention dans ces 3 séances, qui sera donc pas une dialectique hegelienne où tout à coup tout serait merveilleux et reviendrait sur ses pieds, mais en revanche, l'ouverture d'une alternative qui est maintenant face à nous, c'est-à-dire face au numérique, nous qui sommes à l'époque du numérique, qui est ou bien nous inventons un nouveau rapport à la culture avec toute cette instrumentalité émergente, et il y a des choses formidables à inventer, et pas simplement dans le domaine de la culture, mais dans le domaine de l'économie. Autrement dit, je vous parlerai d'économie créative et de ce que j'appelle moi plus précisément de l'économie contributive, l'économie de la contribution, dans une société réticulaire, une société de réseaux numériques, où tous ces réseaux peuvent totalement nous aliéner, nous faire ce que j'appelle du marketing chirurgical, nous sommes téléguidés quasiment à la seconde dans tout ce que nous faisons, ou bien au contraire, nous reprenons un peu de capacité d'individuation, nous réaccédons à ce qu'Emmanuel Kant appelait la majorité, c'est-à-dire notre capacité à devenir nous-mêmes, à devenir responsables, et nous retrouvons peut-être un avenir pour la planète. C'est ça l'enjeu de ces conférences autour des industries culturelles. Alors, naissance des industries culturelles aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la naissance des industries culturelles? Eh bien, les industries culturelles, vous le savez, le cinéma, c'est 1895, boulevard des Italiens à Paris. Première séance, l'entrée en guerre de la Ciotat. Enfin, il y en a eu d'autres avant, mais c'est la séance fondatrice, si je puis dire. Mais en même temps, le cinéma, ça ne commence véritablement qu'au début du XXe siècle à Hollywood. Pas seulement à Hollywood, bien entendu, hein, mais surtout à Hollywood. Qu'est-ce que c'est que le début du XXe siècle? D'abord, c'est une crise économique du capitalisme. Tiens. Ben oui, il y a eu des crises, il y a eu plusieurs crises au début du XXe siècle du capitalisme, qui ont conduit d'ailleurs à une très très grande crise, comme vous le savez, celle qui donne froid dans le dos à tout le monde, même si maintenant nous sommes dans une crise quasiment aussi grave, voire plus grave. Je fais partie de ceux qui pensent qu'elle est plus grave. La crise de 2008. Cette crise de 2008, elle est anticipée par une série de secousses, dont celle de 29 qui aura des conséquences absolument catastrophiques. Et cette crise, c'est la fin d'un modèle capitaliste. Je dis d'un modèle capitaliste. Quand on vous dit le capitalisme, méfiez-vous, il n'y a pas le capitalisme. Comme l'a très bien montré Aglietta déjà dans un livre récent, le capitalisme asiatique, le capitalisme américain, le capitalisme européen, c'est déjà pas du tout les mêmes capitalismes. En Asie, le capitalisme coréen, le capitalisme japonais, le capitalisme maintenant chinois, c'est pas du tout les mêmes. Il y a toutes sortes de capitalisme. Cela étant, il y a des grandes périodes du capitalisme, et je soutiens, moi, que le 19e siècle, qui est le capitalisme européen essentiellement, parce qu'il y a un capitalisme américain déjà au 19e siècle, mais il est minoritaire, il n'a pas l'importance du tout qu'il a aujourd'hui, bien entendu, il est presque marginal. Ce capitalisme européen, donc, c'est un productivisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le capitalisme, vous le savez, c'est quelque chose qui est issu, ça Marx l'a théorisé, de la grande industrie telle qu'elle est caractérisée par le machinisme industriel. Le machinisme industriel permet de faire des gains de productivité extrêmement importants. Dans certains domaines, ce sont des facteurs 100, 200, voire 500 de gains de productivité qui sont réalisés. Mais ces gains de productivité, jusqu'à la fin du XIXe siècle, ils sont redistribués exclusivement vers la bourgeoisie. C'est-à-dire que les travailleurs, ceux qu'on appelle les travailleurs, n'ont que la possibilité d'accéder au renouvellement de leur force de travail. Je reprends une expression littérale du Capital de Marx. La bourgeoisie ne leur donne que de quoi faire un peu d'enfants pour renouveler la classe ouvrière. Ils meurent très jeunes, mais il faut quand même qu'ils aient eu le temps de faire quelques gosses et que certains de ces gosses survivent, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui meurent, et qu'ils aient la force de travailler jusqu'à 35-40 ans, puis après, bon, ils disparaissent. Ça, c'est le modèle productiviste qui est décrit comme une abomination par Marx, par tant de gens, dont Dickens, etc. Bon, Zola, bon, c'est une réalité, malheureusement, qui a eu lieu, qui a été abominable, mais qui, au début du XXe siècle, va changer. Elle va changer grâce à un personnage fort peu sympathique, antisémite, pro-hitlérien, qui s'appelle Henry Ford, et qui va être l'inventeur d'un nouveau modèle capitaliste, c'est le modèle américain. En 1908, la première Ford T sort des usines Ford,
créée dans le Michigan, à Detroit. La Ford T, vous le savez, à l'époque, je ne me souviens plus des chiffres absolument exacts, j'ai oublié de vérifier. J'aime bien donner des chiffres précis, mais je crois que c'est en gros 25 000 exemplaires cette année-là. En 1914, 500 000 exemplaires. Pourquoi est-ce que Ford va être capable d'augmenter sa production, disons, si rapidement? C'est parce qu'il a lu un livre très important d'un type qui s'appelle Frederick Taylor, qui est l'auteur, le fondateur de ce qu'on va appeler le Taylorisme, qui va inventer le travail à la chaîne que vous voyez décrit dans les temps modernes de Chaplin. Et cette Ford T, eh bien, il va être capable d'en diminuer les coûts de production en appliquant les méthodes tayloriennes à un point extrêmement important. Et il va évidemment se poser la question, c'est très bien, je vais être capable de sortir 500 000 exemplaires par an, puis 1 million, puis 2 millions. Bon. Puis ça va arriver à ce que General Motors va étendre à la planète entière à travers une série de marques comme Buick, etc., mais qui seront la fameuse Cadillac, et qui seront des niveaux de production absolument colossaux. Cette entreprise General Motors qui s'est écroulée et qui a été remise en bourse tout récemment, ça mériterait discussion, mais on n'a pas le temps maintenant. Le problème, ce que pose Henry Ford, donc en 1908, 1910, c'est très bien tout ça, mais comment vais-je les vendre, mes voitures? Alors la première chose, c'est ce qu'on enseigne dans toutes les écoles, les classes d'économie, c'est que Ford va dire, pour les vendre, mes voitures, il faut que mes ouvriers puissent les acheter. Voilà, c'est ça qu'on appelle le Fordisme au départ. Hein. C'est je produis des automobiles que ceux qui les produisent peuvent acheter. Alors là, vous voyez bien que c'est une rupture absolument totale avec le capitalisme européen, puisque dans le capitalisme européen, les ouvriers, qui n'étaient d'ailleurs plus des ouvriers mais des prolétaires, ils n'avaient qu'une chose à faire, c'était renouveler leur force de travail, donc manger un peu de gluten et un peu de ceci, un peu de cela, et se remettre au boulot le lendemain matin à 6 heures. Mais en aucun cas, il était question qu'ils achètent ce qu'ils produisent. Hein. Là, si, c'est nouveau. Cette nouveauté-là a un nom, c'est le début de ce qu'on appelle the American Way of Life. Et c'est ce qui va faire que l'Amérique va devenir un pays extrêmement attractif et prospère, en effet. Mais pour que ça se passe, il va falloir convaincre les individus d'acheter ces automobiles. Il va y avoir une opération qui va devoir se réaliser de ce qu'on appellerait dans un langage contemporain, mais qui en fait émerge à peu près à la même époque, entre les mots d'un économiste autrichien qui s'appelle Joseph Schumpeter, qui est l'adoption de l'innovation. Parce que le capitalisme, ce que Ford va mettre en place, c'est une productivité extrêmement intense avec la mise en œuvre du taylorisme, et le modèle économique qui va reposer sur l'idée que ses propres ouvriers vont devoir pouvoir acheter la machine parce que les économies d'échelle, voilà le mot important, vont permettre qu'on vende ces automobiles à un prix tellement bas que même un ouvrier pourrait l'acheter, y compris parce que l'usine gagne tellement d'argent qu'il sera beaucoup mieux payé qu'un ouvrier normal. C'est ça l'équation fordiste qui fascinait Hitler, parce que Hitler fascinait Ford, mais Ford fascinait aussi Hitler, et il fascinait également Staline d'ailleurs. Hein. Bon, Staline disait le plus grand des Américains, c'est Ford. Bon. Et tout ça, c'est vrai, mais à une condition, c'est d'abord que le capitalisme n'arrête pas de renouveler son offre, et donc qu'on entre dans ce qu'on va appeler l'économie de l'innovation, d'une innovation constante, conduisant à ce que, reposant plutôt sur ce que Joseph Schumpeter, en 1900, enfin un peu plus tard, mais va appeler, pas en 1911, en 1911, il écrit la théorie de l'évolution économique, où il commence à élaborer tout ça, puis un peu plus tard, il dira c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire ça repose sur la destruction qui crée de nouvelles valeurs, etc. Mais pour que ça fonctionne, eh bien, il y a une troisième condition, c'est de faire changer les gens de comportement en permanence. Ici, je dois vous dire que je sais, parce que j'ai à un moment donné siégé au conseil scientifique de France Télécom, que France Télécom, dans les années 90, a fait faire une étude de marché sur l'avenir du téléphone portable et de la norme GSM sur lequel France Télécom a déposé des brevets. Et la conclusion de cette étude de marché, c'était que personne n'avait envie d'avoir un téléphone portable. Et du coup, France Télécom n'a pas exploité la norme GSM. Ce qui a fait le bonheur de la Finlande et de Nokia. Mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi c'est intéressant. Ce n'est pas pour se moquer simplement de cette structure
technocratique de France Télécom, parce que moi j'admire énormément France Télécom, qui avait à cette époque-là 4000 chercheurs qui étaient les meilleurs chercheurs au monde dans le domaine des télécommunications. Aujourd'hui, la recherche de télécommunications en France n'est plus du tout dans le même état. Mais ce n'est pas pour me moquer d'eux, c'est pour dire simplement que l'adoption, il faut la susciter par le marketing. Et en 1912, 4 ans après l'ouverture des usines Ford, eh bien, il y a un débat qui se tient au Sénat. Et dans ce débat, un sénateur lance cette phrase absolument étonnante quand même quand on y pense. Nous sommes en 1912. Il dit « Le commerce suit les films. Trade follows films ». C'est-à-dire que le cinéma existe depuis à peine 4 ans, parce que c'est pas 1895 la naissance du cinéma. Le cinéma, c'est les premiers studios qui vraiment produisent du film. Et ça fait à peine 4 ans que c'est le cas. Eh bien, déjà, au Sénat américain, on a débattu de ça et du rôle que ça va jouer dans l'économie. Trade follows films, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les films vont modifier la structure du commerce parce qu'ils vont modifier les comportements des gens. Et donc, il faut arrimer la politique industrielle à une politique des industries culturelles. C'est ça que déjà les Américains pensent en 1912. Là-dessus arrive, en 1917, un personnage très important qui resta longtemps inconnu en France et à peu près partout dans le monde, sauf dans les milieux d'affaires américains, et que j'ai connu moi grâce à André Gorz et grâce à un film aussi qui a été fait par la BBC, c'est Edward Bernays, qui est un homme d'affaires, enfin, disons un homme de communication, qui crée ce que lui-même appelle à cette époque-là les public relations. Il invente une technique nouvelle de captation de l'attention de l'opinion et il invente une façon de transformer l'opinion publique. Si ce sujet vous intéresse, il y a plusieurs livres de ces livres qui ont maintenant été publiés et ça vaut le coup d'être lu parce que quand on voit le cynisme du personnage, c'est assez étonnant. Cela étant, ce monsieur est le neveu de Sigmund Freud et il développe sa théorie des relations publiques en disant, alors, ça se passe en 1917. 1917, c'est le moment où l'État fédéral américain décide d'entrer dans le premier conflit mondial contre l'opinion publique américaine qui est absolument farouchement hostile parce que l'opinion publique américaine sait que c'est une boucherie. Hein. Verdun, c'est véritablement une boucherie. Il y a des dizaines de milliers de morts par jour. Et donc, ils ne veulent pas envoyer leurs enfants. Et en même temps, le gouvernement considère que stratégiquement, c'est absolument indispensable de faire partie de la négociation, de la sortie, de la paix, etc., pour des raisons commerciales en particulier. Et donc, il faut absolument entrer dans le conflit. Et c'est là que Bernays dit au gouvernement fédéral, vous vous y prenez très très mal, vous vous adressez à la raison des Américains pour leur dire, soyez raisonnables, il faut que nous entrions dans ce conflit, etc. Ce n'est pas la raison qui fait que les gens prennent des décisions, c'est l'inconscient. Mon oncle est médecin à Vienne, et il a découvert un truc qui est l'inconscient. Et donc, si vous voulez faire entrer l'Amérique dans la guerre et que l'opinion publique s'y engage, finalement, vous donne son assentiment, il faut s'adresser à son inconscient et non pas à sa conscience. Edward Bernays va jouer un rôle extrêmement important. Cet homme-là, qui est donc resté très très longtemps un inconnu, va en particulier se faire remarqué très vivement, après cette affaire de l'entrée dans la Première Guerre mondiale de l'Amérique, dans le conflit de la Première Guerre mondiale, en 1929, lorsque, en 1929, la société Lucky Strike, qui fait donc des cigarettes, confrontée comme toutes les sociétés américaines de l'époque à un effondrement de sa capitalisation boursière, donc à un manque de trésorerie, etc., et donc à un risque de faillite, rencontre Bernays, qui dit, écoutez, tout ça peut se résoudre. Il y a une solution évidente, c'est que les femmes américaines ne fument pas, parce que l'Amérique est un pays puritain, etc. Les femmes qui fument sont considérées comme des femmes de mauvaise vie, et on va faire fumer les femmes. On va faire fumer les femmes, et pour faire fumer les femmes, on va utiliser tous les moyens spectaculaires pour cela, tout en utilisant aussi les
féministes américaines. On va dire la cigarette représente la liberté. Et par ailleurs, la cigarette, c'est un symbole phallique. Et donc, on va spéculer sur le fantasme féministe, en quelque sorte, hein, en exploitant le caractère symbolique de la cigarette. Et Bernays va organiser des défilés phalliques dans toutes les grandes villes américaines qui représentent des grandes cigarettes, Lucky Strike, etc. Et il va réussir son affaire. Bon, je ne vais pas vous parler de Bernays pendant très longtemps, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Derrière lui enchaîneront toutes sortes d'autres chercheurs, dont certains sont très connus, alors eux par contre, ils sont très connus parce qu'on enseigne leur théorie encore aujourd'hui à HEC, etc. Bon, et qui vont mettre en place en particulier, ça a été extrêmement bien expliqué dans un livre dont je vous recommande vraiment la lecture, qui est limpide et qui est très important, de Vance Packard, qui s'appelle La persuasion clandestine, où il explique qu'en fait tous nos comportements sont manipulés, téléguidés, modelés par des ensembles de campagnes de marketing, de publicité, etc., qui passent par ce qu'on appelle la recherche des motivations, dont le premier théoricien est donc Edward Bernays, mais il y en a un certain nombre d'autres extrêmement importants qui ont mêlé à la psychanalyse la théorie de la cybernétique, la façon dont l'armée américaine réussissait à convaincre les soldats américains, les aviateurs, de partir bombarder l'Allemagne, sachant qu'il y avait un avion sur deux qui ne revenait pas, etc. C'est pour ça qu'on parle de la théorie de la motivation, comment motiver les aviateurs au départ, après comment motiver chez IBM, par exemple, les ingénieurs de IBM pour s'engager plus pour IBM que pour leur famille ou que pour l'Amérique, et ensuite comment motiver les consommateurs à acheter ce dont ils n'ont absolument pas besoin. Parce que c'est ça que dit Bernays. Il dit le capitalisme, eh bien, c'est quelque chose qui va nécessairement produire des tas de choses dont on n'a pas besoin. Mais sauf qu'un besoin, ça se crée. C'est ce que nous apprend Freud. En fait, un besoin, il suffit qu'on l'investisse de son désir pour qu'il devienne un besoin. Et puis après, le social fait son œuvre. C'est-à-dire que ça, par exemple, j'ai eu l'enchantement de l'avoir oublié pendant 3 jours, ce truc-là, mais je ne peux plus m'en passer, bien entendu, parce que je suis rentré dans le réseau, etc. C'est fini, je ne peux plus me passer de ce système. Et ça c'est la dimension technique de la société qui fait qu'on est pris. Le social est technique de part en part, et donc ce dispositif nous capte. Alors, cela étant, pour que le capitalisme consumériste qui se met ainsi en place se développe, eh bien, il faut produire sur des marchés de masse. Et ces marchés de masse, qui sont d'abord nationaux, puis continentaux, et qui maintenant sont mondiaux, puisque maintenant, ce marché de masse, le plus grand de ces marchés de masse s'appelle la Chine, eh bien, pour que ça se produise, il faut développer le marketing et il faut former des audiences, ce qu'on appelle des audiences. Audience, voulant dire en Amérique, public. Et chez nous, l'audience, c'est aussi ce que mesure l'audimat, c'est-à-dire quelque chose qu'une industrie produit, analyse, pour lequel elle a des financements, ces fameux financements que procure la production de temps de cerveau disponible, dont vous avez forcément entendu parler, car je ne connais personne aujourd'hui qui n'ait jamais entendu parler de cette phrase de Patrick Lelay. Le travail de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Ce qui va permettre de produire ce temps de cerveau disponible, en vue de quoi? En vue de capter le désir des individus et de faire que ce désir qui spontanément s'oriente vers un certain nombre d'objets, d'abord les objets immédiats du cercle familial, parce qu'en principe, un enfant est engendré par des parents qui... Tous les enfants n'ont pas la chance d'être engendrés par des parents qui s'occupent d'eux, mais en règle générale, c'est le cas. Et même quand les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux et qui devient le parent. Bon. Le parent, c'est-à-dire celui auquel l'enfant va s'identifier et à travers lequel il va être capable d'absorber, d'intérioriser toute une histoire de l'inconscient qui va faire que lui-même va se construire un inconscient et une conscience et un appareil psychique et une personnalité par des processus, j'y reviendrai tout à l'heure, qui s'appellent l'identification primaire, l'identification secondaire, ce que Baalbay appelle la relatation d'attachement, etc. Ça se développe dans le cercle familial d'abord, puis ça se développe dans un cercle social plus large, qui peut être la tribu, qui peut être l'école, qui peut être l'église, qui peut être l'armée, qui peut être toutes sortes de sphères sociales, et dans lesquelles se produisent des processus d'identification secondaire, c'est-à-dire la formation de l'appareil psychique de l'adulte,
qui forment son autonomie. Et ensuite, ça donne des engagements sociaux qui fait que cette personne va elle-même avoir des enfants, va devenir à son tour productrice d'identification, etc., etc. Tout ça que décrit Freud au long d'une œuvre de 40 ans, eh bien, c'est ce que, sur la base notamment des travaux de Bernays, mais de beaucoup d'autres, car depuis, toutes sortes de gens ont travaillé là-dessus, les industries culturelles vont tenter de canaliser et dont elles vont détourner l'énergie que Freud appelle l'énergie libidinale. Ces industries culturelles vont le faire d'abord à travers le cinéma, qui est, comme vous le savez, un très grand média d'identification. La puissance identificatoire du cinéma est quelque chose d'hors norme, beaucoup plus grand que la littérature, la peinture ou le théâtre. Il y a d'ailleurs un livre de Denis Guénoun qui explique ça très très bien. Denis Guénoun, qui était un directeur de théâtre, un comédien, un metteur en scène et un écrivain, mais qui a écrit aussi ce livre qui s'appelle « Le théâtre est-il nécessaire ?» Le cinéma a cette puissance, la radio va apparaître dans les années 20, la télévision en 1947, et en 1947, précisément, Adorno et Horkheimer sortent un livre qui s'appelle « La dialectique de la raison », dans lequel le deuxième chapitre a pour titre « L'industrie des biens culturels ». Ils décrivent ces industries culturelles, pas dans le sens où je le dis, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de corrélation avec la captation du désir freudien, etc., mais en revanche en disant que ce système des industries culturelles fait système avec, disent-ils, la production industrielle d'automobiles, de biens de consommation, etc., et l'armée. Et les premiers, ils posent le problème de l'importance qu'ont prise les industries culturelles dans notre existence, dont je vous signale, vous le savez sans doute, qu'en principe, en moyenne, chacun d'entre nous consacre 3 minutes 35 par jour, par exemple, uniquement à la télévision. En moyenne, ça veut dire que comme il y a un certain nombre de gens qui ne la regardent pas à la télévision, il y a beaucoup de gens qui passent 5-6 heures par jour devant la télévision. Et les chiffres aux États-Unis, pour ce qui concerne la consommation de médias par les adolescents, tous médias confondus aujourd'hui, c'est 10h30 par jour, les jours d'école. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, la captation de l'attention est la principale activité du capitalisme mondial, parce que si vous voulez vendre des savonnettes, du dentifrice, du Viagra ou je ne sais pas quoi, il faut faire des annonces publicitaires, vous devez passer par les médias qui eux-mêmes contrôle ce que j'appelle le méta-marché des consciences, qui n'est pas un marché comme les autres, c'est le marché qui vous permet d'accéder au marché des corps. Parce que c'est quand même encore la conscience qui fait fonctionner les corps. Ça ne durera peut-être pas toujours, avec les implants, etc., mais pour le moment, c'est encore ça. Mais la conscience, en fait, ce n'est pas la conscience. La conscience, c'est la face visible de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un appareil psychique complexe. Et tout le marketing et la publicité vise à canaliser cette masse dans laquelle sont des désirs, et pas simplement des désirs, mais des pulsions. Ce n'est pas la même chose. Je vais y revenir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, la télévision s'est développée à partir de 1947. Elle a développé des grilles de programmes qui se sont substituées à la calendrialité sociale, qui jusqu'alors, on allait au bistrot, on allait à Metz, on allait à la cellule du parti, on allait je ne sais pas où, au match de foot. Maintenant, on a des rendez-vous que des journaux de programme vous indiquent très précisément, qui commencent, d'ailleurs qui ne s'arrêtent jamais, puisque maintenant la télévision est diffusée en permanence. Et cette captation de votre attention, elle a totalement reconfiguré la temporalité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps social, c'est le temps des médias. Et c'est pour ça que M. Sarkozy, Mme Aubry, etc., vivent absolument toute leur... M. Bourreau, toute leur attitude politique est absolument soumise, je dis bien soumise, au temps des médias. D'ailleurs, M. Sarkozy n'a pas été choisi par l'UMP et Mme Royal n'a pas été choisie par le Parti socialiste, comme tout le monde le sait, ils ont été choisis par les médias. Alors ça, c'est... Bon, on pourrait dire après tout, c'est peut-être pas si grave que ça. Oui, mais là où ça devient un peu plus grave, c'est que, par exemple, quand vous dites, vous appelez Jules Ferry, vous êtes en 1880 et vous dites, dans le cadre de la modernisation de la République, il est indispensable que désormais les enfants passent 6 heures par jour, 5 jours par semaine à l'école, ce qui est une révolution inconcevable quand on y pense, hein, parce qu'à cette époque-là, 75-80% des enfants sont des petits paysans qui travaillent dans les fermes, hein, qui gardent les cochons, qui ramassent le foin, etc. Et tout à coup, l'État dit à tous ces paysans, maintenant, ces gamins, on vous les enlève, ils vont aller à l'école, ils ont le droit d'être cultivés. Condorcet le disait il y a un siècle, maintenant nous on le fait, comme Sony l'a fait, Jules Ferry a fait l'école. Et Jules Ferry, qu'est-ce qu'il fait? Il dit,
30 heures par semaine d'attention consacrée à apprendre à lire, à écrire, à lire les poètes, à comprendre l'histoire de France, la géographie, etc. C'est pas forcément que sans arrière-pensée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un énorme investissement de l'État dans la jeunesse, dans une génération, et une mutation radicale de la société. Mais ça ne peut pas marcher si vous êtes 10h30 par jour devant les médias. Donc on nous fait tout un plat en ce moment de mutation, de la façon d'enseigner, mais commençons par arrêter cette pression des médias sur la jeunesse. Parce que si les gamins français arrivent à ce taux, on n'en est pas là en France, de 10h30 par jour d'exposition médiatique, on peut faire toutes les réformes qu'on veut, ça n'aura aucun effet. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire cours à des gamins qui passent 10 heures par jour devant les écrans. C'est impossible parce qu'ils n'ont pas l'attention disponible, tout simplement. Le temps de cerveau disponible à Coca-Cola n'est plus disponible à Thalès ou à Pythagore. Ça, c'est clair. Donc, il y a un gros problème là. Il y a un autre gros problème, je dirais, beaucoup plus gros problème encore, beaucoup plus inquiétant, qui est le conflit entre la télévision et la famille. Qu'est-ce que fait la télévision à la famille? Et si on est d'accord pour dire que la famille, même si on peut critiquer ce que Gilles Deleuze appelait le familialisme de Freud, c'est-à-dire la théorie d'Oedipe, on va en parler clairement. Si malgré cette critique qu'on peut faire, je le comprends cette critique moi, du complexe d'Oedipe, on continue à penser, comme c'est mon cas, et je crois que c'était aussi le cas de Gilles Deleuze, que malgré cela, la cellule, enfin ce que décrit Winnicott, je suis sûr que Gilles Deleuze le pense comme moi, parce qu'il se réfère à Winnicott, etc., donc, comme Félix Guattari, que cette relation primordiale entre la mère et l'enfant, par exemple, est quelque chose d'essentiel à la construction de la psyché de l'enfant. Qu'ensuite, l'enfant, jusqu'à 5 ans, est dans ce que donc, Freud décrit comme une identification primaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'identification primaire? Ça veut dire que l'enfant, dans les 5 premières années de sa vie, s'identifie totalement à l'idéal du moi de ses parents. Totalement. Et comme dit Freud, le père est un quasi-dieu tout-puissant pour l'enfant. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir intérioriser un surmoi. Freud disant qu'après, cette identification primaire lui servira beaucoup plus tard, quand parfois, parce qu'il va ensuite s'identifier secondairement à d'autres personnages, et il va avoir des conflits d'identification. À un moment donné, il va s'identifier, parce qu'il va rompre avec le père, conflit oedipien, etc. Il va s'identifier par exemple au père de sa copine, ou de son copain, si c'est une fille, ou s'il aime les garçons. Et cette identification va être une contre-identification, qu'on va appeler une identification secondaire. Et par exemple, il va s'identifier au père de sa copine, parce que le père de sa copine est communiste, et que son père était catholique, et que voilà, il va y avoir une manière de se libérer de l'identification primaire. Et après, il va s'identifier encore à autre chose, et il va se retrouver en conflit d'identification, parce qu'on s'identifie à l'identification primaire, le secondaire, il n'y en a pas une, il y en a une multiplicité. Et à un moment donné, ça crée des conflits, ça crée parfois des drames psychologiques, qui peuvent vous amener d'ailleurs sur le divan du psychanalyste. Mais Freud dit, dans ce cas-là, quand il y a ce type de conflit, par exemple, vous identifiez un bandit, vous allez cambrioler des banques, vous faites 50 tôles, etc. Bon, ça crée des tas de conflits psychiques. Bon. Là, vous allez avoir l'identification primaire au papa de quand vous étiez petit qui va vous redonner un rapport au surmoi, qui va vous faire un moment donné trancher en disant oui, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Bon. C'est pour ça qu'on peut décrire l'identification primaire comme une boussole psychique qui correspond à ce que tout simplement Emmanuel Kant appelait la morale. Mais si vous court-circuitez l'identification primaire, les conflits internes à la société, à la cellule familiale. Et quand je dis si vous le court-circuitez, c'est pas une hypothèse que je fais comme ça dans l'abstrait, c'est une réalité. D'abord, il y a eu un texte qui a été publié il y a plus de 20 ans maintenant qui a dit ça, il faut court-circuiter, il faut que la télévision devienne la surface d'identification primaire à la place des parents. C'est la stratégie de Baby First, qui est une filiale de Fox TV, la chaîne de télévision bien connue qui soutient le Parti républicain aux États-Unis, et les Tea Party aujourd'hui. Et c'est un processus qui s'est mis en place et qui est chiffré par l'Université du Michigan, qui par exemple explique qu'en l'espace de 15 ans, le temps de discussion dans la cellule familiale a été divisé par 3 en 15 ans. C'est-à-dire que plus la consommation de médias augmente, moins il y a d'échanges symboliques entre les parents et les enfants, entre les parents eux-mêmes
et entre les parents et les enfants. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça court-circuite tous ces processus d'identification et de désidentification qui sont produits par la relation familiale. On pourrait aller plus loin, parce que leur tour ne voudrait pas m'apesantir trop et il faut que j'aille vers une conclusion pour qu'on ait le temps de discuter, mais on pourrait aller plus loin et montrer aussi que ces processus, c'est ce que j'ai essayé de montrer en me référant à des études de l'Université de Washington, ces processus, quand ils se développent de manière très importante, comme c'est le cas aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, ce sont les chiffres officiels, ce sont les chiffres du département de pédopsychiatrie de l'Université de Washington. 40% des bébés d'1 an regardent des médias audiovisuels en Amérique, 90% des enfants de 3 ans. Et l'équipe de Zimmerman et de Christakis, qui sont des pédopsychiatres, qui ont fait une hypothèse en 2004, qui était que ça modifiait la structure cérébrale des enfants. Ensuite, pour vérifier cette hypothèse théorique, on suivit 3300 familles, on fait des analyses en imagerie cérébrale, et on montrait par l'imagerie cérébrale que les circuits synaptiques de ces enfants étaient effectivement modifiés par leur consommation médiatique. Étant donné que la synaptogenèse, c'est ce qui structure la base à cet âge-là de tout ce qui se développera ensuite, eh bien, ils ont prétendu, et je pense qu'ils ont malheureusement tout à fait raison, que c'était une des raisons pour lesquelles, plus les enfants sont exposés prématurément aux médias, plus ils produisent le syndrome d'attention deficit disorder à partir de l'âge de 7 ans. L'année où j'ai lu ça dans la revue Pediatrics, j'ai aussi lu dans le journal Le Monde d'ailleurs que la Caisse nationale de l'allocation familiale attirait l'attention des pouvoirs publics sur le fait que les adolescents, 1 heure de plus d'exposition aux médias représente 30% de chances en moins de faire des études supérieures ou de réussir aux études supérieures, etc., etc. La même année, Christian Pfeiffer, à l'Institut de criminologie de Hambourg, a montré dans le cadre de l'enquête PISA sur l'efficacité de l'enseignement en Allemagne, que plus il y a de téléviseurs par famille, plus il y a de passages à l'acte criminel, de délinquance juvénile et d'échecs scolaires. Et vous savez sans doute que ça c'est universel. Plus les gens sont pauvres, plus ils ont de télé. Et dans les familles très pauvres, il y a de la télé dans toutes les chambres d'enfants. Les enfants ont leur propre télé, etc. Alors, qu'est-ce qui se produit à partir de là ? À partir du moment où l'identification primaire commence à ne plus s'accomplir, que l'identification secondaire n'est donc plus gérée et qu'elle se fait à des héros de bande dessinée ou de je ne sais pas quoi, et plus du tout à des personnages, ou de je ne sais pas quoi, mais disons à des figures des industries culturelles, qui sont produites par les industries culturelles. J'ai rien contre les bandes dessinées. J'aurais d'ailleurs dû dire de dessin animé parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui. Mais ça, c'est lié. La bande dessinée, c'est une éducation au cinéma. Finalement. Oui, c'est vrai. Aussi, dans certains cas. cas. Dernier point de mon exposé, ça sera tout ça, c'est du pharmacone, donc la télé n'est pas mauvaise, le cinéma n'est pas mauvais, la BD non plus. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait et est-ce qu'il y a une politique publique de ça ? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que produisent ces phénomènes de destruction de ce que j'appelle la production d'énergie libidinale ? Car tous ces appareils, et il aurait fallu parler de toutes sortes d'autres appareils, il n'y a pas que l'identification primaire, l'identification secondaire, il y a tout un ensemble de dispositifs dans les sociétés qui servent à transformer les pulsions en énergie libidinale. Qu'est-ce que veut dire transformer les pulsions en énergie libidinale ? C'est une question qui met du temps à se clarifier chez Freud. Freud, la pulsion, il la découvre très tôt, mais il ne l'appelle pas comme ça encore. Au début, il découvre la sexualité. Et puis, à un moment donné, il commence à appeler ça trieb, ce qu'on traduit en français par pulsion. On traduit aussi d'ailleurs par instinct. En anglais, on traduit souvent par instinct, mais ça dit drive en anglais. Et ça n'est que après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il étudie un certain type de névrose, qui est la névrose des soldats qui ont fait la Grande Guerre, des soldats autrichiens qui ont fait la Grande Guerre et qui ont subi les bombardements et la névrose obsessionnelle, qu'il découvre ce qu'il appelle la pulsion de vie et la pulsion de mort. Et ce qu'il appelle aussi la compulsion de répétition. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'en découvrant cela, il pose en principe, il théorise le fait qu'en fait la libido, ce qu'on appelle la libido, ça n'est pas du tout la pulsion, c'est la liaison des pulsions, et c'est le différement et le détournement des buts des pulsions. Dans Le Moi et le Ça, qui est un texte extrêmement important de Freud, Freud dit
la libido, c'est le fait que la pulsion diffère son but, c'est-à-dire sa satisfaction. Pour le dire dans un langage, si vous voulez, plus ordinaire, quand on tombe amoureux, l'objet dont on tombe amoureux, un homme, une femme, ça peut être aussi d'ailleurs, dans certains cas, une musique ou un tableau. Dans ce cas-là, c'est une forme sublimée de la libido. Quand on tombe amoureux, ce dont on tombe amoureux, on ne veut pas le consommer. On le magnifie. On l'idéalise. On l'idéalise comme étant un être absolument incomparable à tout autre être, sans commune mesure possible, à commencer par rapport à nous-mêmes. L'être qu'on aime, quand on aime vraiment, est infiniment plus grand que nous. Sinon, on ne l'aimerait pas. C'est ça, aimer. C'est se sentir minuscule devant l'être qu'on aime. Que ce soit un tableau de Vermeer ou une femme dont non seulement on est tombé amoureux, mais dans laquelle on s'est engagé, on a engagé sa vie, on a lié sa vie à la sienne. Et ça, c'est un processus d'infinitisation de l'objet du désir. Cet objet, précisément parce qu'il est infini, n'est pas consommable, comme les œuvres d'art dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'est pas consommable, c'est-à-dire que, eh bien, en aucun cas, même si vous avez des relations qui ressemblent à la consommation sexuelle, par exemple des communions sexuelles qu'on appellera faire l'amour, l'accouplement, tout ce que vous voulez, pour l'être qui aime, ça n'est pas une consommation. C'est une communion, précisément. Et c'est un terme religieux, la communion. C'est un devenir un, dans l'infini de notre amour, que cet amour soit celui de Tristan et Isolde, de Roméo et Juliette, ou je ne sais qui. Et ça, c'est vrai de tous les objets de désir, y compris du triangle isocèle. Ah, qu'est-ce que vient faire tout à coup le triangle isocèle ? Eh bien, le triangle isocèle, ou le triangle rectangle, ou tous ces objets, ce sont des objets d'investissement dans le savoir de gens qui sont devenus amoureux du caractère infini de la géométrie. C'est ce que dit Husserl dans la crise des sciences européennes. Il dit la géométrie, ou dans l'origine de la géométrie, il dit la géométrie, c'est une communauté infinie du nous des géomètres qui n'en a jamais fini avec cet objet. Un géomètre, un vrai géomètre, c'est sa vie, la géométrie. Et ces objets mathématiques, qui sont ce que Platon appelle des idéalités, des idées plus exactement, et que Husserl lui-même appelle des idéalités, ce sont des objets d'idéalisation, qui ont en commun d'ailleurs avec l'objet du désir de ne pas exister. Car l'objet du désir n'existe pas. Si vous dites, voilà, ma femme, c'est la plus belle, la plus intelligente, etc., tout le monde va dire c'est génial, il trouve sa femme la plus belle, mais personne ne vous trouvera que votre femme est la plus belle, la plus intelligente. C'est vous qui le trouvez. Et tant mieux, pour vous et pour elle. Et je vous souhaite d'avoir ce genre de certitude-là, de conviction-là, parce que ça rend heureux, tout le monde sait ça. Il n'y a rien qui rend plus heureux que d'aimer. C'est-à-dire de donner. Mais l'objet du désir, il n'existe pas. Moi, je considère, j'ai une photo de mon fils, je ne vais pas vous le montrer, mais tu le vois, il est beau. Hein, il est beau. Pour moi, c'est le plus beau. Mais si vous allez dire, non, il charrie un peu, c'est pas le plus beau. Bon. Mais moi, il est infiniment beau, mon fils. Infiniment beau. Et pas seulement beau. Cet objet-là de mon désir, il n'existe pas. Il fait beaucoup plus qu'exister. Il consiste. Et il donne une consistance à mon existence. C'est lui qui donne le sens de ma vie. Alors je peux très bien ne pas avoir d'enfant. Je peux faire de la peinture, je peux vouer ma vie à Jésus, je peux épouser Jésus, je suis dans ce cas une carmélite, etc., etc. Je sublime. Ça s'appelle la sublimation. L'idéalisation est fondamentalement liée à la sublimation. Eh bien, en 1953, un livre va paraître d'un ami de Adorno et Horkheimer, il s'appelle Herbert Marcuse. Il va dire, ce livre s'appelle Eros et civilisation, il va dire le capitalisme actuel produit de la désublimation. Et ça, c'est ce que nous vivons. Je critique beaucoup Marcuse. J'ai fait un livre entier que j'ai consacré à expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec beaucoup des analyses de Marcuse, mais je pense que là, il a touché quelque chose qu'il est le premier à avoir vu. Car lui, à la différence d'Adorno et Horkheimer, il pense les industries culturelles avec Freud. Et ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, c'est la désublimation.
La perte d'attention des gamins, c'est pas simplement que leur temps de cerveau disponible est canalisé c'est qu'ils ne subliment plus, ils n'idéalisent plus, pas tous heureusement. Mais la sublimation et l'idéalisation, c'est pas quelque chose qui se produit spontanément. Ça doit être entretenu par des voies de toutes sortes, chamaniques, monothéistes, polythéistes, laïques, c'est typiquement Jules Ferry, etc., etc. Depuis le XXe siècle, c'est la première fois dans l'histoire des sociétés, des civilisations humaines, nous avons une organisation industrielle de la désublimation. Or, qu'est-ce que c'est que la désublimation? C'est la libération des pulsions. La libido, c'est ce qui contient les pulsions et les empêche de s'exprimer directement, qui en détourne le but vers des objets de sublimation et d'idéalisation. C'est ce qui donne envie de donner sa vie à la patrie. Je ne sais pas que je veuille dire qu'il faut faire ça, parce que je ne suis pas du tout un nationaliste, mais qu'on peut donner sa vie à ses enfants, à ses amis, à ses idéaux, à ses idées politiques, à son métier, à son travail, à condition d'avoir un métier, bien entendu. Et ça, c'est ce qui va être détruit lentement, mais sûrement, par les industries culturelles. Y compris, non seulement parce qu'elles vont, ces industries culturelles, court-circuiter la structure familiale, la structure sublimatoire en général, l'école, tous les appareils politiques, les appareils religieux, les appareils identificatoires de toutes sortes, et il y en a, les arts, la culture, mais aussi parce qu'elle va produire une massification de ce que j'appelle, un tout petit terme technique, des rétentions secondaires. Qu'est-ce qu'une rétention secondaire? Eh bien, ça n'est pas une rétention primaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une rétention primaire? Une rétention primaire, c'est un terme qui vient d'un philosophe allemand, Husserl, un phénoménologue allemand, qui, en 1901, réfléchit à la façon dont fonctionne la temporalité de la conscience. Et pour étudier cette temporalité de la conscience, il se dit, pour comprendre comment marche le temps de ma conscience, il faut que j'examine comment fonctionne ma conscience lorsqu'elle suit ce qu'il appelle un objet temporel. Un objet temporel, ça peut par exemple être une mélodie musicale. Ça peut être un film, ou ça peut être Stigler en train de faire une conférence en ce moment au théâtre du Phénix, à Valenciennes. Car c'est un objet temporel. Il a commencé il y a 50 minutes maintenant, donc il va falloir que je m'arrête bientôt. Et il dure donc depuis 50 minutes. Ça fait 50 minutes que je parle, que vous avez la grande courtoisie de m'écouter, tranquillement, attentivement. Et qu'est-ce que vous cherchez à faire en étant attentif? Vous cherchez à comprendre comment ce que je suis en train de vous dire là, où je suis en train de vous parler de votre attention, ce que je vous dis sur l'attention est relié à ce que je disais avant sur la désublimation, qui est même relié à ce que je disais avant sur le marketing, qui est relié à ce que je disais au début sur le rôle des industries culturelles au XXe siècle. Et finalement, vous cherchez l'unité de mon propos. Vous cherchez à comprendre le sens de ce que je suis en train de vous dire. Ça consiste à faire ce que Husserl appelle des agrégations de rétention primaire. Ce qu'il appelle une rétention primaire, c'est le fait que pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, vous devez retenir ce que j'ai dit juste avant. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, vous ne comprendriez pas du tout de quoi je parle. Mais pour que ce que je dis juste avant ait un sens, il faut que vous ayez retenu dans ce que je disais juste avant, ce qu'il y avait juste avant, ce que je disais juste avant, etc., etc. Et donc, si vous faites une régression jusqu'au début de mon discours, vous n'arrêtez pas d'agréger des rétentions primaires, qui ne sont pas la même chose que les rétentions secondaires. Qu'est-ce que c'est que les rétentions secondaires? Par exemple, ce sont d'anciennes rétentions primaires. Par exemple, imaginez qu'on soit le 4 janvier 2011. Le 4 janvier 2011, vous m'écouterez parler et vous vous direz, tiens, Stigler, le je ne sais plus combien de novembre 2010, disait ça. Ça, c'est devenu des rétentions secondaires, des souvenirs. Les rétentions secondaires, c'est votre passé. C'est quelque chose qui est passé, qui s'est écoulé, qui a disparu. C'est plus du présent. Les rétentions primaires, c'est toujours du présent. Ça fait partie d'une sorte de mémoire, mais c'est une mémoire dans le présent. C'est en fait l'extension du maintenant, dit Husserl. C'est le fait que le maintenant, c'est temps, il n'est pas simplement ponctuel. Alors, si je vous dis ça, c'est pour d'abord vous dire que si, je ne sais pas combien il y a de personnes dans la salle, c'est assez nombreux, mais mettons qu'il y a 200 ou 250 personnes, si on demandait à ces personnes qui sont dans la salle de dire finalement ce que je dis depuis 50 minutes,
eh bien, on recueillerait ça sous forme d'interview ou de copie comme à l'école, etc. On aurait autant de versions différentes qu'il y a de personnes. Pas une seule personne n'aurait entendu la même chose. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tous absolument débiles et que vous n'avez rien écouté? Est-ce que ça veut dire que je suis absolument nul et que j'ai absolument pas été compris? Non, c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas, ça veut dire surtout que dans tous les cas, ça serait comme ça. Dans tous les cas. Si par exemple vous écoutez, je ne sais pas moi, un verset de la Bible raconté par saint Matthieu et que vous écoutez, vous êtes infidèle, c'est pas mon cas, hein, mais vous êtes infidèle, ça fait 10 fois que vous entendez, à l'occasion de telle fête religieuse, un prêtre qui n'est pas le même. Comment se fait-il qu'on interprète ces versets de la Bible depuis tant de temps? Est-ce que c'est parce que ça ne veut rien dire cette Bible et Non, tout s'interprète. Nous sommes des consciences herméneutiques, ça veut dire interprétatives. Nous interprétons sans cesse. Parce que dans ce que je suis en train de dire, chacune et chacun d'entre vous entend quelque chose de différent, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. C'est vous qui le dites. C'est vous qui reproduisez ce que je suis en train de dire à partir de vos rétentions secondaires. Ce que j'appelle les rétentions primaires, en fait, ce sont des sélections primaires. Tout le monde ne retient pas la même chose dans ce que je suis en train de dire. Il y a un tel qui a retenu ça parce qu'il a une expérience, je sais pas, de syndicaliste, l'autre il a une expérience religieuse, le troisième il n'a aucune expérience de tout ça, c'est une mère de famille, j'ai parlé de l'enfant, etc. Et donc, vous retenez dans ce que je dis des choses que vous élevez, vous en produisez des saillances sémantiques, en fait c'est vous qui produisez ce que je dis, c'est pas moi. Et ça c'est très très bien, c'est une chance. Imaginez que vous produisiez tous la même copie, eh bien ça correspondrait à la poupée barbéisation des psychés du monde, ça viendra peut-être, et ce serait extrêmement inquiétant, ce serait 1984. Ce serait la réalisation de l'obsession d'Orwell et d'un certain nombre d'autres. Bon, c'est pas forcément très loin d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand vous voyez dans quelqu'un d'autre que vous pouvez éventuellement aimer à l'infini, une singularité, une altérité, c'est parce que cet autre vous permet de projeter votre propre altérité. Il y a une mise en miroir de l'altérité, de la singularité, et ça donne des histoires d'amour. C'est le sujet du banquet de Platon, à mon avis. Alors ça, c'est ce que les industries culturelles détruisent aussi. Elles provoquent un phénomène qui s'appelle la perte du sentiment d'exister, dont Donald Winnicott, le psychanalyste, disait que c'était ça qu'il essayait de soigner, et que, en revanche, quand on a perdu le sentiment d'exister, on a perdu le sentiment que la vie vaut le coup d'être vécue, et que, en revanche, une mère de famille qui produit à travers l'objet transitionnel de Winnicott, c'est-à-dire la relation au doudou, etc., cette relation inouïe qui n'existe qu'entre une mère et son enfant, ou entre un éducateur et un enfant, eh bien là, il y a quelque chose qui est le développement du sentiment que la vie vaut le coup d'être vécue, et que, précisément, ça veut dire que la vie est un processus d'idéalisation. Je vais m'arrêter là parce qu'il est tard, je n'ai pas parlé d'absolument tout ce que je voulais, mais presque. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on a quelques minutes pour discuter. Merci. Merci à Bernard Stiegler et on va être en mesure d'accueillir quelques questions et on prolongera bien sûr, bien entendu, le 4 janvier, on prolongera et on aura peut-être davantage de temps d'accueillir davantage de questions. Je crois qu'il y a une question là. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était beaucoup plus facile de s'identifier grâce au cinéma que grâce à la littérature. Pourquoi ? C'est une bonne question, j'y reviendrai d'ailleurs le 4 janvier. Le cinéma, c'est un objet temporel, au sens de Husserl. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous donner un exemple. Faites l'hypothèse que vous avez mal aux dents. Vous avez une rage de dents. Et tout à coup, l'écran descend, un film est projeté, le film vous captive totalement. Vous allez progressivement moins avoir mal à votre dent. Et vous allez monter dans l'écran. Vous allez vous projeter sur l'écran. Alors vous pourriez me dire, oh, mais c'est aussi vrai si je lis un très bon roman de Flaubert, ou de je sais pas qui, ou de Balzac. C'est relativement aussi vrai, mais ce n'est pas aussi vrai. Ce n'est pas aussi vrai, pourquoi ? Parce que notre conscience,
notre psyché plus généralement, est structurée elle-même temporellement. Et cette structuration temporelle de notre psyché est très très proche de la structuration temporelle du cinéma. Quand on passe 1h30 ou 2 heures dans une salle de cinéma, on s'oublie et on oublie le monde qui nous entoure à un point incommensurable avec l'oubli qui se produit dans la lecture. Alors, si vous aimez la lecture, peut-être que vous avez lu un texte de Proust qui s'appelle « Sur la lecture », où Proust explique magnifiquement qu'il avait horreur qu'on le dérange quand il était jeune, il se cachait pour pouvoir lire qu'on ne le dérange pas. Et la lecture peut vous absorber extrêmement fortement. Ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais aussi, dans la lecture, vous avez un travail à fournir pour lire le livre, pour rentrer dedans, etc. D'abord, il faut tourner les pages. Au cinéma, ça coule tout seul. Ça coule tout seul, vous êtes dans une passivité apparente, hein, parce que c'est pas si simple que ça, heureusement, mais en apparence, vous êtes dans une passivité extraordinaire, et vous n'avez qu'à projeter vos processus qui sont en fait d'ailleurs non pas simplement des rétentions, mais des protensions, comme dit Husserl, c'est-à-dire des attentes que vous avez en vous sur les personnages. Par ailleurs, l'industrie du cinéma repose, pas tout le cinéma, mais je parle de la grande industrie hollywoodienne du cinéma, sur la capacité qu'elle a à solliciter vos prétentions intimes, y compris parce que parmi ces prétentions, il y a des prétentions qui nous sont tout à fait propres, comme nos rétentions secondaires nous sont tout à fait propres, hein, qui fait que chacun d'entre nous est différent. Nous avons tous une mémoire différente, un nom différent, une histoire différente, liée à une mémoire qui s'est accumulée en nous, une expérience. Eh bien, cette expérience et cette mémoire produit des prétentions, c'est-à-dire des attentes, des désirs, des projections dans le futur, etc. Et chacun de nous, nous avons des prétentions différentes. Mais en même temps, nous avons des prétentions communes, qui sont liées d'ailleurs au dispositif pulsionnel, parce que comme tous les êtres vivants, nous avons faim, nous avons soif, nous avons des penchants sexuels, nous avons des penchants de toutes sortes, nous craignons la mort, etc. Et ben, vous voyez au cinéma à quel point tout cela fonctionne, c'est-à-dire les arguments du suspense, du baiser, et toutes ces choses-là, qui sont très très typiques d'un certain cinéma hollywoodien en particulier, exploitent ça très fortement et le combinent avec le phénomène d'identification temporelle. Parce que quand vous regardez un film pendant 90 minutes, vous passez vraiment 90 minutes de votre temps intégralement dans le film. Vous êtes pris dans le film, et c'est vous vous soumettez au temps du film. Ce n'est pas vous qui décidez que le film va s'écouler de telle manière. C'est lui qui s'écoule. Et donc vous êtes dans une espèce de passivation de votre activité motrice qui fait que toute votre hallucination psychique se voue entièrement au cinéma. Il y a d'autres raisons, mais je n'ai pas le temps de les développer ici, on y reviendra plus tard si vous voulez, qui font que moi je crois qu'en fait notre psyché fonctionne comme du cinéma. Par exemple, quand je parle, là je disais tout à l'heure, chacun d'entre vous entend quelque chose de différent, en fait chacun d'entre vous, dans un langage familier, on dirait, se fait un film de ce que j'ai raconté. Qu'est-ce que ça veut dire, se fait un film? Vous êtes en train de monter ce que je dis, et ce montage, vous le faites en régie directe pour le moment, parce que là vous faites plutôt de la télévision d'ailleurs que du cinéma, et éventuellement vous appelez des archives, vous pensez, quand je parlais de Thalès ou je ne sais pas quoi, peut-être ça vous a fait penser à quelque chose, vous faites des inserts, comme on dit au JT, bon, des sujets, vous montez tout ça. Et ce montage, eh bien, vous allez peut-être le refaire cette nuit. Enfin, je ne veux pas m'accorder trop d'importance et imaginer que vous allez rêver de moi, mais peut-être de ce que j'ai raconté, ou en tout cas de ce que des gens ont raconté, ou de choses que vous avez vécues aujourd'hui, vous allez le revivre en rêve. Et si vous y réfléchissez bien, les rêves, bon, depuis Freud, on est beaucoup à observer nos rêves, à essayer, mais d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est de les noter comme œuvres d'art. C'est d'ailleurs ce que faisait Fellini. Tous les matins, Fellini notait ses rêves. Il y a un bouquin qui a été publié magnifique de Flammarion, qui est la notation des rêves de Fellini sous forme graphique, parce que ça lui servait à produire ses films. Et le rêve, l'inconscient est un metteur en scène incroyable. Bon. Mais ce que je veux dire en disant ça, il y a des effets spéciaux, il y a des trucs incroyables, quoi. Et d'une précision, d'une beauté parfois, incroyable. Ce que je veux dire, c'est que notre âme fonctionne, moi je crois, cinématographiquement. Et donc le cinéma ne fait que savoir exploiter par la technique et en reproduisant le fonctionnement de notre âme, finalement nos inclinations, nos désirs,
et donc a une puissance identificatoire très grande. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je pourrais continuer longtemps, mais il faudrait peut-être garder du temps pour d'autres questions. C'est une réponse provisoire. Oui, il y a aussi les techniques spécifiques du cinéma qui nous mettent au plus près des personnages. Bien sûr. Une autre question. Bonsoir. Je voulais savoir ce que vous diriez de la place des musées dans l'industrie culturelle. De la place des musées. Oui. Ah, ben c'est une bonne introduction à la séance du 4 janvier, parce que là j'en parlerai. Je crains que les musées ne tendent, pas tous, hein, mais un certain nombre d'entre eux, à devenir des industries culturelles. Et ben là j'y reviendrai longuement le 4. Si je dis ça, c'est parce que le musée du Louvre a accueilli en 2005, je crois, un colloque d'architectes de musées. Et parmi ces architectes, une d'entre elles a dit qu'au Louvre, on passait 42 secondes par tableau, en moyenne. Moi-même, je me suis occupé un petit peu de grands établissements culturels. Et je pense que c'est un problème très, très préoccupant que de voir le public des musées ne plus savoir regarder les œuvres. Et il ne sait plus regarder les œuvres parce qu'en fait, il a intériorisé une manière de regarder qui est la manière de la télévision, qui fait que la télévision, en fait, on ne regarde pas vraiment. Hein. De moins en moins, on zappe de plus en plus, etc. Bon, il y a encore des moments où on regarde, mais on est dans une consommation absolument évanescente et on a perdu le temps de ce que j'appelle l'amateur. Alors, les musées, pour moi, aujourd'hui, sont confrontés au problème d'avoir un public dont ce qu'on appelle l'attitude spectatorielle du public a été transformée radicalement, c'est-à-dire, en fait, les comportements attentionnels du public. C'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure, quand je disais que je vous parlerai bientôt non simplement du déficit attentionnel des enfants, mais de leurs parents, y compris leurs parents cultivés, c'est ce que j'appelle la destruction de l'attention cultivée. Celle qui faisait dire à Daniel Arras, voilà, il ne disait pas ça que de la Joconde, hein, il disait ça de tous les tableaux. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour voir un tableau. Et quand vous voyez les conditions dans lesquelles, il faut savoir qu'au Louvre, il est aujourd'hui organisé des visites du Louvre en 1h30, hein, pour des touristes chinois. Bon, comment voulez-vous voir quelque chose? Vous voyez strictement rien, mais vous pouvez dire j'y suis allé. Voilà. Et ça, c'est un très très gros problème. Je pense qu'il y a à cela des solutions. De toutes sortes de choses possibles. La prochaine fois, quand je viendrai, je vous montrerai des images. Là, aujourd'hui, je faisais une introduction, mais je vous montrerai des tableaux, je vous montrerai de la musique, des partitions de musique, je vous montrerai un certain nombre de choses. Et j'essaierai de vous montrer que, par exemple, je vous montrerai un tableau d'Hubert Robert, je vous le dis tout de suite, qui montre qu'en 1796, c'était juste l'ouverture du musée du Louvre, et bien les gens copiaient les tableaux. Et ils ne se contentaient pas de les regarder. Et je vous parlerai de Gilbert Rouget qui explique, c'est un africaniste, musicologue, grand spécialiste de la musicologie, qui explique qu'il n'y a que chez les Occidentaux qu'on ne participe pas au phénomène musical, et que c'est extrêmement récent en plus. Avant, on dansait, on chantait, on venait avec son petit violon, etc. Et que c'est quelque chose d'absolument artificiel qui a été produit par les industries culturelles. Et donc voilà, la question des musées et des établissements culturels pour moi est là. Mais je crois qu'il faut que je m'arrête, je vois Léon qui s'agite. Donc. Hélas, nous devons repartir. Nous en sommes désolés car nous sentons très très bien avec vous ce soir. Et j'espère qu'on vous retrouvera le 4 janvier. Merci de votre attention.